Merci Franck. Merci aussi pour cette invitation qui me permet de parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que ça fait partie de ma pratique, de nos pratiques concrètes de chercheurs. Donc, c'est parler de méthodes mixtes et de voir en quoi elles se retrouvent aussi à l'épreuve, puisque c'est ce beau terme que tu as utilisé, à l'épreuve de données hétérogènes. Donc, des méthodes. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéressera ici. Alors, donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est un renouveau des méthodes qui émergent avec notamment le numérique, le web, etc. Est-ce que ce sont uniquement des perturbations Alors, je vais partir un peu sur une définition des recherches numériques telles qu'elles ont été énoncées par Plantin et Monnoyer-Smith. Donc, des recherches en sciences humaines et sociales qui portent sur des objets numériques ou numérisés, tout en ayant recours à des méthodes elles-mêmes numériques. Et donc la question, c'est de voir un peu quelles sont les continuités, quelles sont les ruptures. Alors la question des méthodes, elle est pas toujours si explicite que ça, je trouve, dans nombre d'écrits, que ce soit dans les articles mêmes. C'est un autre travail qu'on est en train de faire avec un collègue, c'est l'explicitation de la méthode. Et dire comment on a travaillé, analysé, recueilli, constitué des corpus, des données. Alors il y a un ouvrage qui fait un petit peu, c'est vrai, référence dans le domaine, c'est celui dirigé par Baratz, Manuel d'analyse du web, où on voit un certain nombre de propositions en matière d'observation ethnographique, d'analyse de grands corpus de données de type Twitter, des approches textométriques, études des genres discursifs, approches sémiologiques, mesures d'usage, d'audience du web, graphes de données hypertextes. On voit émerger un petit peu toutes les possibles en matière d'analyse. Alors, moi, je vais essayer de revenir un peu aux fondamentaux quand même pour voir un petit peu justement quels sont les possibles effets de rupture au-delà de la mise en œuvre différenciée d'approches, de regards, de démarches sur des données en lien avec le numérique ou le web. Alors, si on revient un petit peu sur ce qu'on va appeler les méthodes conventionnelles. Voilà. Alors ces méthodes dites conventionnelles, classiques, j'utilise ce terme méthode conventionnelle parce qu'on va opposer ça avec des méthodes non conventionnelles. Donc ces méthodes conventionnelles, elles s'inscrivent dans une histoire qui est une histoire déjà longue, qu'on a rappelé un petit peu ce matin par rapport à la sociologie par exemple, histoire des méthodes de recherche en sciences sociales. Donc là on voit de fait de cette histoire et puis aussi du fait d'une plus grande, je dirais, stabilité aussi des corpus de données, on voit donc émerger sont des éléments, des méthodes qui sont, je dirais, aujourd'hui bien installées. Et là, on voit bien comment aussi les choses se construisent. Il y a le terrain de recherche, il est construit par le chercheur, donc dans une démarche qui va être plutôt top-down, hypothético-déductive. Donc vraiment, voilà, il y a le périmètre d'une démarche qui est construite par le chercheur et bien sûr, ça renvoie notamment à la tradition des enquêtes qualitatives par entretien, les enquêtes quantitatives aussi par questionnaire. Alors, les méthodes non conventionnelles, alors je vais m'appuyer ici pour amorcer un peu la discussion sur le rapport, la synthèse longue qui a été faite par Brooks et Rueff en 2018 des méthodes non conventionnelles. Alors c'est dans le champ des pratiques informationnelles, mais c'est intéressant parce qu'effectivement ça pose un certain nombre de repères, de questions aussi par rapport aux évolutions qui sont en lien avec le numérique et les web. Donc il y a 4 grandes catégories de méthodes non conventionnelles qui sont identifiées, les ethnographies virtuelles. Donc c'est vraiment cette transposition des méthodes, la méthode classique de l'ethnographie, de l'observation ethnographique dans le domaine numérique. Les méthodes computationnelles, plutôt en lien avec les très grands corpus de données de type big data. Les digital methods, donc les méthodes nativement numériques pour étudier des objets nativement numériques. Et puis des méthodes numériques quali-quantitatives. Alors moi, c'est sur ce point-là que je vais plutôt m'attarder. Ce terme de quali-quantitatif que je vais un petit peu critiquer aussi. Donc derrière, il y a quand même la volonté de mixer, de mettre ensemble des méthodes qui sont de nature différente, le quantitatif, le qualitatif.
Donc il y a cet élément-là autour des méthodes mixtes sur lesquelles on va revenir. Alors quand on voit effectivement toujours dans ce rapport, il présente aussi les grandes tendances qui émergent de la restitution qui les analyses qu'ils font à partir de 24 entretiens avec des chercheurs en sociologie, communication et gestion, et les interroge sur leurs méthodes. Et souvent, il rappelle que le terme qui revient, c'est ce terme de bricolage méthodologique, d'hybridation du computationnel et du qualitatif. Le computationnel pour décrire par la mesure, d'une part, et le qualitatif pour comprendre, d'autre part. Et donc la question que je me pose quand même, cette question qui est sur laquelle je vais axer un peu mon regard, c'est justement cette notion de mixité. Donc quelles sont, quand on parle de bricolage, quand on parle d'hybridation, quand on parle de mixité, quelles sont concrètement les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de cette mixité. Donc je vais revenir sur ce qu'on appelle les méthodes mixtes. Et quand je parle de méthodes mixtes, je parle vraiment d'approches qui sont posées, qui sont discutées, notamment dans le monde anglo-saxon. Donc on va de ces approches quanti-quali vers les méthodes mixtes. Alors, là aussi, je ne vais pas faire un long développement sur les approches quantitatives et les approches qualitatives. On peut juste un petit peu les resituer de la façon suivante, que les approches quantitatives nous renvoient au primat de l'objectivation et du social, le social compris, et à des approches qui sont plutôt positivistes dans la lignée de Comte-Durkheim, par exemple. Et les approches qualitatives, elles, vont plutôt s'intéresser au point de vue des acteurs et vont donner de l'importance à l'interprétation par ces acteurs. Donc ce sont des approches plutôt compréhensives, Weber, ou constructivistes, façon Lomogne. Donc on a des orientations idéologiques qui sont vraiment différentes, et on va le voir, qui ont aussi pu s'affronter pendant un certain nombre de décennies. Alors, ce qu'on présente souvent, à la suite donc, de ces deux types d'approches, on présente souvent les méthodes mixtes, posées selon des critères que je vais expliciter, comme étant des méthodes qui finalement énoncent le pragmatisme. Alors justement pas ce qui est posé par les approches quantitatives et qualitatives. Non, là c'est le pragmatisme qui devient une troisième voie, un troisième paradigme de recherche. Alors on va commencer par définir un petit peu Alors je vous donne une définition possible de ces méthodes mixtes, donc en anglais Mixed Methods Research. Donc c'est une définition de Johnson et consorts. Il y en a d'autres, hein. Donc c'en est une qui a le mérite de la simplicité. Donc un type de recherche dans lequel un chercheur ou une équipe de chercheurs combine des éléments de méthodes quantitatives et qualitatives. Par exemple, l'utilisation de points de vue qualitatifs et quantitatifs, la collecte de données, l'analyse, les techniques d'inférence pour répondre à l'ampleur et à la profondeur des besoins de compréhension et de corroboration de l'étude. Bon, rien de révolutionnaire à ce stade. Si on repart un petit peu sur cette évolution, parce qu'elle est importante et elle conditionne aussi sans doute le point de vue qu'on peut adopter aujourd'hui dans les environnements numériques. Donc c'est une histoire qui est déjà qui est assez longue, hein. Donc je reprends une classification qui a été proposée en 4 étapes. Donc dans la première partie, la première moitié du XXe siècle, période traditionnelle, peu de controverses méthodologiques. Les choses sont assez calmes. La période moderniste, 1950-1970, des protocoles multiméthodes qui commencent à émerger. Et puis le positivisme qui est un petit peu remis en cause. La grande période, je dirais, de controverse est celle de 1970-1990, que certains appellent la guerre des paradigmes, où là va y avoir vraiment une opposition qui s'appuie sur des approches idéologiques, défendant soit le point de vue quantitatif, soit le point de vue qualitatif. Et donc là, ça donne vraiment des affrontements et des positionnements qui sont extrêmement campés et extrêmement différenciés.
Et après, on passe finalement dans celle qui correspond notamment aux méthodes mixtes. C'est finalement, on dit, sortons un petit peu de ce point de vue idéologique, de cette opposition idéologique, et soyons pragmatiques. Et donc, on va dire, finalement, tout cela, il n'y a pas forcément peut-être de principe d'incompatibilité entre ces approches. Autorisons-nous à mélanger méthodes quantitatives et qualitatives. Donc, ce sont ces méthodes mixtes qu'on voit émerger. Alors, il y a des éléments qui me paraissent importants par rapport aux méthodes mixtes. Alors, en termes de design, et c'est là justement que je trouve intéressant de revenir un peu sur ces fondamentaux, parce qu'on n'a que trop tendance justement à parler de façon assez trop facile de quanti-quali ou d'hybridation, etc. Donc on peut mettre en évidence on peut s'appuyer sur un certain nombre de critères pour justement designer un peu ces méthodes mixtes. Donc il y a 3 dimensions principales, donc c'est Creswell qui les énonce ainsi: la temporalité, la pondération et le mélange. Timing, weighting, mixing. Alors la temporalité, il y a 2 façons de mixer les données, soit on le fait de façon simultanée, soit on le fait de façon séquentielle, l'une après l'autre. Donc ça, c'est un premier critère de différenciation. La pondération, c'est se dire aussi, mais finalement, est-ce qu'il y a un type d'approche quantitative ou qualitative qui finalement est plus sollicité, a plus de poids que l'autre. Donc, question de pondération aussi. Et enfin, la notion du mélange, mixing, finalement, c'est se dire aussi, c'est très joli de dire on va mélanger des données. C'est pas une recette de cuisine, c'est comment on le fait. Donc, quelle est la nature de ce mélange? Est-ce que c'est une combinaison? Est-ce que c'est une intégration? Est-ce que c'est une interconnexion? Donc, quelle est la nature de ce mélange? Alors ça donne lieu à un système de notation. Donc, qui obéit à certaines règles formelles, où on va utiliser les majuscules ou les minuscules pour justement signifier la pondération différente, où on va utiliser aussi des signes pour manifester l'association, ou l'interconnexion, ou la séquentialité, une formalisation au niveau le quant, c'est pour quantitatif, cal, c'est pour qualitative. Voilà, donc on peut construire finalement une espèce on peut construire des phrases ou des bouts de phrases en utilisant ce langage pour justement expliciter un petit peu comment s'élabore comment se construit cette mixité, et donc l'expliciter de cette façon-là. Alors j'y reviendrai à partir d'un exemple où je vous donnerai justement la notation qu'on pourrait en faire. Alors sur les combinaisons, justement pour revenir sur cette histoire de mixing, et donc la nature de cette hybridation, la nature de cette combinaison. Alors là aussi on peut trouver des choses assez variées. Ce qui revient assez souvent, ce sont 4 types de combinaisons: la triangulation, le design de complémentarité, le design explicatif et le design exploratoire. Donc la triangulation, c'est c'est pas forcément lié au chiffre 3 d'ailleurs, c'est justement lorsqu'on traite de façon conjointe des données qualitatives et des données quantitatives pour comprendre un problème de recherche. Le design de complémentarité, c'est lorsqu'on va utiliser une approche ou une autre, lorsque l'une venant jouer le rôle d'un soutien par rapport à une autre, par exemple du quantitatif qui vient dans une recherche majoritairement qualitative qui va venir apporter son soutien. Le design explicatif, lui, renvoie vraiment à une conception séquentielle de méthode dans laquelle il y a un type de recherche qui va être utilisé pour justement expliquer les résultats issus de l'autre recherche, et le design exploratoire, la collecte de données qualitatives pour justement expliquer des relations trouvées à partir de des données quantitatives qui vont être utilisées pour tester, expliquer des résultats trouvés à partir de données qualitatives. Donc ça aussi, on peut le matérialiser en utilisant la nomenclature. Donc on voit bien ici on voit les 4 types de combinaisons possibles.
On voit justement à quelle temporalité ça renvoie, simultanée ou séquentielle. La pondération, donc on voit justement que c'est dans la c'est uniquement dans l'approche de type triangulation qu'on a les méthodes qui sont utilisées de façon équivalente. Autrement, on aura toujours une dominante quantitative ou qualitative et l'une qui vient expliquer l'autre ou vice-versa, ou alors avoir vraiment la possibilité d'avoir plusieurs regards autour d'un même objet avec le design de complémentarité. Donc voilà, donc ça nous donne quand même des éclairages qui me paraissent intéressants sur qui permettent de dépasser un petit peu ce flou qu'il peut y avoir à utiliser de façon un peu, je dirais, parfois facile, de termes quantique, alige, hybride, etc. C'est vraiment, réinterroger un petit peu cette hybridation. Donc, ce que je montre là, c'est quelque chose qui est très, je dirais, partiel aussi, puisqu'il y a c'est quand même un champ de recherche, alors qui mobilise pas mal de points de vue, donc dans le champ anglo-saxon, mais il n'y a pas de consensus qui émerge sur tout. Alors c'est un formalisme, ce langage avec la syntaxe associée qui peut paraître un peu pesant, mais moi, je pense que c'est intéressant de penser l'hybridation aussi à partir de ces critères de pondération, de temporalité, etc. On a des disciplines qui sont assez friandes de ces méthodes mixtes, sciences de gestion, psychologie, éducation, management des systèmes d'information, santé publique, sociologie. Les sciences de l'information et de la communication, à ma connaissance, le revendiquent assez peu en tant que tel, en tout cas de cette façon-là, en tant que méthode mixte, s'inscrivant aussi dans cette perspective. Et d'une façon générale, c'est vrai que ça peut être posé au niveau du discours. Il y avait une étude qui avait été faite aussi en management, et ça reste assez peu mobilisé parce qu'il y a une vraie complexité aussi à hybrider les méthodes. Ce qu'on peut dire aussi à ce stade, c'est que ça, quand même, ces méthodes mixtes, elles vont avoir particulièrement d'intérêt lorsqu'on est dans une démarche de recherche interdisciplinaire. Et dans le domaine des humanités numériques, ça me prend aussi tout son sens. Alors, je vais m'appuyer sur un exemple qui est vraiment de type méthode mixte, alors qui n'est pas dans l'univers du web, qui n'est pas dans l'univers du numérique, mais qui, je trouve, illustre bien l'intérêt et puis la difficulté de mettre en œuvre ce type de méthode. Donc c'est un projet qui s'appelle MAN, méthodologie d'évaluation de l'accessibilité numérique, et qui s'intéresse plus spécifiquement à essayer de donc c'est vraiment l'objectif, c'est de construire une méthodologie d'évaluation de l'accès aux ressources numériques pour des personnes âgées, dans le but de favoriser l'autonomie. Et donc c'est un projet qui est un projet interdisciplinaire avec des chercheurs de psychologie, d'ergonomie, d'informatique, de STAPS, de spécialistes du mouvement, d'Infocom. Donc un projet interdisciplinaire qui va principalement se situer sur un lieu d'expérimentation qui est celui de la maison intelligente de Blagnac, qui est un living lab. Une population donc de personnes âgées, voire très âgées. Et puis donc on a mis en place, c'est un projet qui s'est de fil, je dirais de renouvellement. Renouvellement, c'était un financement du défi Auton du CNRS, donc c'est un financement qui a été là pendant 3 années et qui a été prolongé par un financement de la Maison des sciences de l'homme d'Occitanie. Donc, il nous a permis un petit peu de construire un protocole de recherche expérimentale complexe. Au final, les expérimentations qui étaient passées, elles duraient à peu près 2 heures. Donc, c'était un protocole lourd. Donc, ça, c'était juste un peu pour... En fait, c'est comme un appartement, un simili-appartement, mais qui est équipé de capteurs, qui est équipé de caméras, qui est équipé de domotique aussi, et donc une tablette qui permet de piloter aussi la maison, cette maison.
Alors, je vous ai dit un protocole expérimental complexe, multi-enregistrement. Donc il y avait les données qui étaient recueillies dans le cadre de l'équipement standard de la maison, et puis on a rajouté plein de choses, notamment au niveau de la partie vraiment expérimentation, puisque il y avait les pauvres personnes âgées, mais qui étaient ravies de faire ça les occupait aussi, elles étaient très contentes, mais voilà, elles avaient des capteurs pour l'enregistrement des mouvements, elles avaient des capteurs pour les enregistrements cardiaques. Elles étaient équipées aussi de lunettes pour le système, un petit sac pour le système de type eye tracking, tout en devant aussi manipuler une tablette. C'était, je veux dire, un appareillage qui était lourd. Donc en fait, on a ce protocole d'expérimentation qui était précédé d'entretien, de questionnaires, et qui est suivi aussi d'entretien et de questionnaires. Tout ça étant enregistré. Donc des entretiens, des questionnaires, des observations vidéo avec les caméras de la maison, et puis une caméra 360 aussi sur la tablette qui donnait une vision voilà, à 360 degrés, des verbatims, des logs d'activité, des enregistrements cardiaques, des données de capteurs ambiants, capture du mouvement du buste de la personne, acquisition des mouvements oculaires avec ce système d'eye tracking, etc. Donc on a plein de choses qui peuvent donner lieu à des visualisations de ce type. Donc très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On aurait pu se dire, on est parti pris, on a construit ce protocole ensemble, chacun va y prendre ce qu'il a envie d'y prendre, donc prend ses billes, va analyser les choses de son point de vue, et puis voilà. Donc on fera du mixte, mais du mixte, je dirais, en parallèle. Voilà. Alors finalement, c'est pas forcément c'est pas ce qu'on a choisi, mais c'est compliqué. On s'est dit finalement, on va pousser jusqu'au bout et on va essayer de mettre en œuvre une approche qui soit elle aussi mixte, d'analyse qui soit également mixte. Or, on se retrouve quand même avec des données qui sont extrêmement hétérogènes. C'est comme, vous savez, croiser des choux, des lapins, vous avez de la vidéo, vous avez des battements cardiaques, vous avez plein de choses extrêmement différentes. Vous avez dans votre panier, là, plein de choses qui sont a priori totalement indépendantes les unes des autres. Donc, comment faire ? Donc, on s'est décidé pour une approche de type triangulation, où on a dit on va traiter à part égale le quantitatif et le qualitatif. D'accord ? Pas de pondération particulière de l'une par rapport à l'autre. On a des deux types de ces données. Alors, ce qui a été long, ça a été très long en fait tout ça. Et ce qui a été long aussi, sont des contraintes aussi techniques, c'est d'avoir une infrastructure d'enregistrement de données qui soit cohérente aussi par rapport à ce qu'on voulait en faire ensuite. Ça va poser par exemple des problèmes mais qui ont l'air tout simples comme ça, c'est d'avoir notamment une synchronisation de tous les enregistrements de données. C'est que tous les enregistrements partent au même moment, que le T0 soit le même pour tout le monde. Parce que si on veut faire parler les données ensemble, on a besoin d'avoir cette échelle temporelle. Donc ce qu'on a choisi de faire, donc ce qu'on a choisi pour analyser de façon conjointe ces données hétérogènes, c'est de créer un modèle d'annotation et de faire une annotation par domaine d'expertise, donc sur les différents types de données. Ça donne déjà un premier niveau d'interprétation, mais qui peut être récupéré, utilisé dans sa discipline. Et puis après, d'essayer de synchroniser ces données à travers une interface qui va pouvoir mettre justement dans ce même espace-temps, de pouvoir faire apparaître toutes les données, voilà, de façon conjointe. Et ça donne un deuxième niveau d'interprétation. C'est-à-dire, par exemple, on va se demander si le collègue qui travaille à partir des enregistrements cardiaques sur des marqueurs de stress, est-ce que finalement ça coïncide à ce moment-là avec une expression du visage, avec un verbatim, avec un mouvement qui vient finalement confirmer ou pas ce marqueur de stress qui peut être celui de l'enregistrement cardiaque. Alors je ne suis pas sûre qu'on y voit beaucoup sur cette interface. En fait, ce qu'on a choisi
bon, il y a ce modèle conceptuel, mais qui n'a pas besoin forcément d'un appareillage, c'est d'utiliser un logiciel qui est le logiciel Elan pour avoir justement, chaque ligne correspond à, je dirais, un type d'annotation. Donc on a une ligne pour la fréquence cardiaque, une ligne pour les observations vidéo, etc. Donc ce qui fait que vous avez dans le même, je dirais, et vous avez donc le temps qui défile et vous voyez vos annotations qui défilent de façon synchronisée. Et donc ça permet de voir justement la coïncidence ou les contradictions possibles et d'avoir cette vue globale sur vos données. Donc vos données, elles sont, effectivement, on les marie pas, elles ne sont pas imbriquées les unes dans les autres, mais par contre, on les voit de façon conjointe dans le même temps. Donc la temporalité, c'est l'élément crucial ici pour pouvoir mettre en œuvre cette mixité des données. Non, en fait, on en est là. Parce que déjà, pour en arriver là, ça a été long. Ça a été long, il a fallu 3 ans en fait pour déjà pour se connaître, se mettre d'accord, voilà, donc 3 ans. Donc là on en est au modèle conceptuel, on est en train d'annoter les vidéos et puis il va falloir maintenant voir si voilà, si on arrive aussi à interpréter quelque chose. Mais je trouve intéressant, on a poussé la logique jusqu'au bout de la mixité de ces données et c'était sans doute la façon la plus simple et la plus efficace ou cohérente de faire par rapport à cette très très grande hétérogénéité de données. Donc c'est un cadre expérimental qui est classique, hein. Ceci dit, on est dans le cadre d'une expérimentation, voilà. Par contre, on voit bien quand même le niveau de complexité au niveau en termes d'instrumentation, de variété de données. Je vous dis, il y a vraiment de tout, et y compris donc tout ce qui se passe sur la tablette, toutes les manipulations que fait la personne âgée sur la tablette numérique, tout ça est enregistré. Ses mouvements, c'est le temps qu'elle passe sur une page, la façon dont elle, ses différentes activités, je vais d'un endroit à un autre. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très très hétérogène. Par contre, le grand avantage que l'on a ici, c'est que c'est une unité de temps et d'espace. Et ça, c'est des choses, par exemple, qui sont compliquées au niveau du web, par exemple, lorsqu'on se dit, je fais du macro et du micro, je récolte de grandes quantités de données, des tweets, etc. Mais après, je ne vais pas avoir forcément je change de cadre d'analyse, je vais peut-être interroger des personnes qui ne seront pas présentes dans mon corpus de tweets. Donc, tandis que là, on a cette unité de façon théâtrale, hein, on a cette unité de temps et d'espace qui est quand même un facteur d'homogénéisation face à cette très grande hétérogénéité d'approche disciplinaire et hétérogénéité des données. Alors, un risque, c'est ce que j'ai vu émerger aussi là dans ce temps-là, c'est que finalement on se retrouve aussi c'était aussi l'objet de ce projet, mais en fait on passe un temps infini à parler discuter de la méthode et on en perd finalement de vue l'objet d'étude et ce qu'on veut chercher, montrer avec. Donc il y a parfois c'est ce paradoxe là qui émerge. Alors très rapidement, je voudrais, mais j'y passerai pas plus de temps parce que c'est très émergent. Donc un autre projet qui s'appelle BEST autour de l'industrie du futur, qui sera sans doute, s'il est accepté, une nouvelle épreuve méthodologique. Donc c'est un projet qui est porté par des laboratoires d'ingénierie, mais dans lequel il y a un axe sciences humaines et sociales dont je m'occupe, parmi les autres axes qui sont, eux, technocentrés. Et l'intérêt, c'est que j'appelle ça un vrai axe sciences humaines et sociales, parce que justement, l'idée, c'est de ne pas avoir un peu la pastille SHS qu'on peut avoir dans des projets, hein, ou la Libye SHS, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui vient un peu, qui est là, qui a la même légitimité que les autres axes, et qui travaille avec les autres axes qui sont, qui s'intéressent à la maintenance prédictive, à la conception, à l'économie circulaire, à de nouvelles modes d'organisation, aux problématiques d'énergie, etc. Donc c'est de la multi-interdisciplinarité, parce qu'en fait, voilà, ça se passe à plein de niveaux. Interdisciplinarité au niveau des sciences humaines et sociales, et interdisciplinarité avec les autres disciplines scientifiques. Donc j'ai repris à la volée le plurivers scientifique. Voilà. Donc il y a des enjeux scientifiques qui sont complexes, c'est un grand projet. Alors je suis désolée Amar, c'est un grand projet, des
gros financement possible. Donc j'espère quand même qu'on en tirera quelque chose d'intéressant et qu'il y aura de l'innovation. Et typiquement dans ce cadre-là, vous pouvez pas faire sans mixer les méthodes, c'est pas possible. On a fait un petit recensement dans ce qui est utilisé déjà au niveau de l'axe sciences humaines et sociales. C'est de la modélisation, des enquêtes, des observations, des études de cas, des études de documents, d'analyse de contenu, de l'analyse de traces d'activité, des scénarios, de la simulation, de l'expérimentation, des tests utilisateurs. Tout ça, voilà. Je dis pas qu'on va mélanger tout ça, hein, mais voilà, tout ça fait partie de l'arsenal méthodologique possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la donnée va être au cœur de ce projet, forcément, la donnée, l'IA, et puis l'humain. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors juste, je vous mets un peu là où on en est, c'est ce qu'on compte travailler au niveau de l'axe sciences humaines et sociales. On va travailler sur les changements, transformations, continuité, résistance, en lien avec les organisations, le travail, l'humain en activité, mais on va aussi travailler sur les imaginaires et les représentations. Et je suis assez contente de pouvoir glisser ça au milieu de tout ce projet très ingénierie, de parler un peu d'imaginaire. Parce que les imaginaires en lien avec bien sûr, avec les industriels qui parlent d'industrie du futur, puis les imaginaires aussi de nos collègues d'ingénierie. Alors, donc, si on essaie, les méthodes à l'épreuve des données, est-ce qu'on va c'était des données pour les méthodes, est-ce que maintenant finalement les données prennent le pas sur la méthode? Je n'ai pas de réponse en fait. Mais alors, quelles sont un peu les continuités, les ruptures numériques contemporaines? Alors je vais aller assez vite parce qu'en plus il y a plein de choses intéressantes qui ont déjà été dites et mieux dites aussi. Donc il y a tous les changements d'échelle évidemment qu'on retrouve aussi avec les fameux 4V, des big data, volume, vélocité, variété, véracité, point d'interrogation pour moi. Volume, j'ai découvert par exemple le terme dans ce projet de supercalculateur péta-hexaflopique. Je trouve ça très beau. Je sais absolument pas ce que ça veut dire, mais je trouve ça très poétique. Donc voilà, des supercalculateurs avec des énormes quantités de données. Vélocité, qui dit vélocité dit peut-être aussi instabilité. Variété, qui dit dit aussi hétérogénéité. On l'a vu aussi avec l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Donc il y a vraiment des changements d'échelle qui sont importants. Il y a tout un tas de paradoxes qui sont en lien avec ce que j'appellerais des distances numériques. C'est-à-dire justement, lorsqu'on est sur des traitements de grandes quantités de données, et c'est ce qu'on fait aussi dans le projet, on essaie de réduire la distance entre les données en les mettant en relation, et finalement en les mettant en les rapprochant, on perd aussi, on augmente la distance au contexte de production humain de l'information, et on perd, il y a toute une distance qui s'opère aussi, on perd de vue aussi le contexte, le régime de production de ces données. Et puis il y a d'autres formes de distance dont on pourrait parler. Bon, visibilité, invisibilité, avec toutes les questions d'éthique qui se posent de façon extrêmement forte et qui sont en lien par exemple avec l'intelligence artificielle, et qui posent aussi la question du consentement qu'on a évoqué également tout à l'heure. Cette omniprésence, bien sûr, de l'instrumentation de l'automatisation, qu'on a vu aussi dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, à tous les niveaux. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la valeur épistémique des dispositifs. Donc on est dans ce milieu qui est le numérique, pour reprendre ce que dit Bruno Bachimon. Voilà, immersion, réflexivité, naturalisation aussi, mais dépendance aussi. Finalement, on se retrouve un peu dépendant. Est-ce que en prise peut-être par rapport à ces dispositifs? Donc voilà, sous qui repose aussi la question du consentement, de nouveaux régimes d'autorité, on en a parlé hier, autorité du calcul, versus l'autorité de la construction d'un objet scientifique, qui est quand même très en lien avec les méthodes aussi traditionnelles, ou la construction d'un terrain de recherche, ce qui a tendance un petit peu à s'effacer. Toutes les promesses, les séductions qui sont peut-être les mirages qui les accompagnent et qui séduisent aussi bien la société, le monde privé qu'aussi le monde académique, je pense. Et donc on se retrouve dans ce nouveau paradigme de la corrélation, mais ça c'est
Bruno en a parlé aussi hier, au détriment de l'explication. Alors je reprends juste un petit... on avait eu l'occasion de travailler sur... c'était un projet de recherche appliquée. Donc c'était avec une société web et qui nous avait donné des tas de données qui venaient de nombre de pages visitées, etc. Donc on avait eu des tas de données à disposition que la société nous avait données en vrac. Donc il y avait eu un gros travail, on avait fini par pouvoir extraire 10 variables, on avait fait tourner ces variables et en fait ce que voulait la société c'est ils comptaient sur nous pour faire émerger des profils d'acheteurs. Voilà. Donc on a eu ça, donc on a fait tourner ça avec R longtemps et on a eu ça comme profil. Peu de pages visitées, un temps moyen par page, peu important. Donc voilà, vous verrez, je vous laisse lire un petit peu, mais en gros, ça s'est retrouvé avec des profils qui effectivement avaient une corrélation statistique, indéniablement. Le problème, c'est qu'on n'avait aucune donnée socio-économique pour pouvoir expliquer ces profils. Donc on a rendu, en fait, l'entreprise en question a eu du mal un petit peu à l'accepter, mais on a dit, mais en fait, on peut rien faire. Voilà, on a ça. On ne peut pas l'expliquer parce qu'il nous manque des données qui nous permettraient de pouvoir avoir... donc il faudrait plus de variables, plus de données propres et plus d'éléments d'explication qui pourraient nous permettre de donner du sens à ce qui, en termes de corrélation, émerge, mais qui est peu explicable. Donc voilà, un gros point d'interrogation. Mais je trouve ça une expérience intéressante, l'épreuve de l'échec. Alors les continuités, parce que ça c'était un petit peu les ruptures, donc il y en a d'autres évidemment. Dans les continuités, je pense que cette question de l'hybridation des données, des regards, des méthodes, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, bien sûr. Je dirais qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles contraintes. Qui sont en lien avec ces nouvelles formes de convergence, d'inscription, de calcul et d'invisibilité aussi en lien avec le numérique. Donc voilà, il y a quelque chose qui se poursuit et prend une orientation différente, mais qui n'est pas neuf. Sur ces mixed methods research, ces méthodes mixtes, donc voilà, pour moi c'est important de sortir de formes d'imprécision, du quali-quanti qui pour moi a une forme un peu d'autosuffisance un peu incantatoire. On fait du quali-quanti. Non, faisons des méthodes mixtes, d'accord, et expliquons un peu comment on les fait. Et l'intérêt, donc, c'est vraiment d'essayer d'interroger ces méthodes, les moyens tout ce qui est articulation, mise en connexion des techniques, des méthodes, des données. Et puis aussi, tout n'est pas, c'est compliqué, ça résiste. Donc, il faut éprouver aussi ces résistances. Il faut peut-être aussi tomber sur des formes d'irréductibilité, d'impossibilité, que ce soit au plan épistémologique et méthodologique. Donc il n'y a pas de magie, il n'y a aucune magie, il n'y a aucune... c'est rugueux, c'est compliqué et ça marche pas toujours, mais ça peut être intéressant. Mais c'est un exercice exigeant et pas toujours garanti comme étant couronné de succès. Et parmi la grande continuité, quand même, je dirais que finalement, quel que soit tout ça, il faut faire ce qu'on sait faire en tant que chercheur et en tant que chercheur en sciences humaines et sociales. Donc effectivement, problématiser, avoir des cas théoriques, choisir, construire des méthodologies adéquates, analyser, mettre en intelligibilité, avoir la distance critique nécessaire, sans oublier l'intuition et l'innovation qui l'accompagne, et puis pouvoir... alors je ne parlerai pas d'adaptation parce que ça nous renverrait à darwinisme, mais voilà, s'adapter, évoluer, savoir évoluer, intégrer ça, et puis finalement donc se retrouver dans cette dynamique, peut-être pas d'une rupture, mais plutôt d'une continuité transformée. Voilà. Merci.